coup, au départ, on n'avait pas les moyens, pas l'expertise, pas l'expérience, mais on s'est dit qu'on va faire avec les moyens du bord. On va pas rester à attendre quoi que ce soit, on va commencer. C'était pas une question d'argent, mais c'était de l'expérience. Mon rêve, c'était juste quand même de chausser les gens qui sont vraiment en besoin, surtout. On n'est pas à la recherche de reconnaissance, on est là pour apporter notre touche, participer au développement du pays. Quand on démarre un business, on apporte une solution. Et en tant qu'être humain, on se doit d'apporter les bonnes solutions pour le bien-être de la communauté. Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Ils créent, elles commercialisent. Depuis les bancs de l'école, leur projet a toujours été clair. Ils portent haut l'étendard du Made in Sénégal. Découvrons jusqu'où ils sont allés avec une paire de chaussures. Voici le parcours de Maguette et Mohamed Cham. Aujourd'hui, on va où? On va à Dakar. Cette fois-ci, on va à Dakar. On va voir un couple d'entrepreneurs. Donc, on va voir Momo et Maguette. Ouais. Qui ont créé l'entreprise Momo le Boutier. Spécialisée dans la corderie. Et en particulier les chaussures. Ouais. Donc là, on va parler avec eux de plusieurs sujets et notamment entreprendre en couple. Yes, ça. On est arrivé. Nous voilà arrivés. Nous sommes arrivés. School. Let's go. Bonjour Marina. Bonjour Seynabou. Bonjour Maguette. Bonjour Nabou, bonjour Marina. Bonjour Momo. Bonjour Naou, bonjour Marina. Mais t'es Momo la ñuy wax wala Mustapha wala qu'est-ce qu'on dit? Bon, voilà une belle gën a Bon, moi je vais rester sur le Momo. Je vais rester sur le moo gën a simple quoi. C'est plus Ouais, simple. ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir. Aujourd'hui, on est Parcours arrive à Momo le Boutier, à Dakar. On est très, très content d'être là aujourd'hui et on a un petit rituel à Parcours. La première question qu'on pose, c'est pourquoi, en fait, vous avez décidé de nous accueillir ici? Parce que vous avez la possibilité de nous accueillir où vous vouliez, parce que c'est ça le principe de Parcours. Pourquoi, en fait, dans la boutique Momo le Boutier? Alors, si c'était pas le Ramadan, on allait vous accueillir chez ma mère, mais le matin, comme elle dort, et on a préféré vous accueillir ici. Et en même temps, vous allez en profiter pour voir les belles choses qui sont là. Ah, C'est pour nous tenter, en fait. Ça, c'est un piège. La tentation. Ça, c'est un piège parce que pour les personnes qui nous écoutent, qui voient pas l'image, je suis en face, en fait, de plein de paires de chaussures. En fait, c'est un supplice. Je suis obligée vraiment de regarder ces paires de chaussures pendant 1 heure, mais c'est un vrai bonheur pour les yeux. C'est vraiment agréable d'être ici dans cette boutique-là. Et on en a aussi avec cette question rituelle qui se divise on va dire, en 2. Avant de vous demander de vous présenter un peu plus, c'est de nous parler quand vous étiez enfant, en fait, comment vous vous rêviez plus grand? Avocate. Avocate? Avocate, oui. Ah ouais, pourquoi? Parce que j'ai toujours eu un problème avec l'injustice. En fait, depuis toute petite, j'ai toujours eu envie de défendre les gens. Donc, jusqu'à maintenant, je le fais. Je suis pas avocate certifiée, mais je le fais selon À ta façon. selon mes mains, Ouais. oui, selon la possibilité. Ouais. Donc, voilà, petite,
Je rêvais vraiment de devenir Avocate, garde ce ouais. cartable. Donc, pour le Avec civil. Allez te disputer au tribunal, là. Ceci n'est pas normal, comme disait C'est pas PBS. normal. Super. Et toi, Momo, c'était quoi quand tu étais petit? Bon, quand j'étais petit, je voulais quand même devenir un directeur de banque. Directeur de banque. Ouais. OK. Et j'ai un oncle, Malik. Oui. Lui, il était mon idole. C'est lui quand même qui nous aide beaucoup à la maison. Mhm. Et donc, il était banquier. Il était banquier. Voilà. Et ça te faisait rêver. Exactement. Ah ouais, le grand banquier, pareil, hein, avec beaucoup de khalis. Mais C'est- on va C'est ce dire qu'on que... pensait. Hein? Hein? C'est ce qu'on pensait. Ouais, C'est ce qu'on pensait. Mais finalement... Quand on a dit, on sait que voilà, finalement, amuñu xaalis. C'est ça, moi aussi, j'avais un oncle banquier, je croyais qu'il avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais comme Le nom, le banquier, c'est C'est ça. quelque chose. Comme quoi, l'imaginaire des enfants est quand même incroyable. On Ouais. voit le monde dans un prisme assez simple, voilà, accessible. Et ensuite, on a la vraie vie qui se présente à nous. c'est- Et je pense que, comme tu disais, c'est intéressant de voir de quelle manière on peut nourrir ce rêve d'enfant de d'autres manières, en fait, finalement. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et on va enchaîner avec justement votre enfance. Voilà. Quel genre d'enfance vous avez eu? Où est-ce que vous avez grandi? Dans quel genre de famille? Quel genre d'école vous avez été? Chacun de vous, hein? Voilà. Donc, moi, j'ai eu une enfance heureuse, vraiment. Mhm. Donc, je fais partie des 3 dernières de la famille, une grande famille, hein. Mon père avait 3 femmes. Ah, On vivait tous dans la même maison, maison, Kër gu mag. mais il n'y a jamais eu de problème. OK. Donc, j'ai grandi avec mes sœurs, mes grandes sœurs et grands frères Mhm. qui m'ont toujours protégée. Quand j'étais petite, je croyais qu'on était... mon père était le plus riche du monde parce qu'on n'a jamais manqué de De rien rien. en réalité. Mm. Donc, à l'école, on était les premiers à faire les cotisations, tout ce qu'il fallait. Donc vraiment, alhamdoulilah, j'ai eu une enfance heureuse. Heureuse. Voilà. Machallah, machallah. Et toi, Momo? Bon, moi, j'ai grandi avec mon grand-mère. Mhm. Oui, c'est mon grand-mère. Mhm. Comme on dit, ci kër bu mag la ñu màggee aussi. Mhm. Et par la suite, dem naa daara. OK. Ouais. J'ai fait l'école coranique pendant 5 ans. Mhm. Ensuite, je suis retourné encore dans un autre foyer. Mhm. Kër gu mag encore, Mhm. foofu laay jàngee métier bi may def. OK. Ouais. Tu es retourné dans une grande maison pour apprendre le métier. La maison d'avant ou c'est une autre? C'est une autre. C'est une autre. Ouais. OK. Et donc, comment ça se passe justement que tu arrives dans cette maison, tu deviens un peu apprenti, ñu dugal la si, en fait, dans l'atelier pour jàng métier, comme on dit, pour apprendre le métier. Comment on est passé du banquier au... Avant de rentrer, il a dit, mais moi, je voulais être banquier, en fait. Non, mais comment ça se passe sérieusement? Bon, en fait, ba may jugee pour kër gu mag bu jugee daara donc footballeur laa bëggoon nekk après. Ah oui, on est passé de banquier, footballeur. Exactement. D'accord, OK. Alors, du coup, il faut que nga dem école, OK. forcément. Mhm. Et c'est par la suite que ci laa nekk ci beneen kër gu mag encore. Mhm. Donc foofu laa jàngee métier bi. Mhm. Ouais. Donc daara ak ci laa ñëwaat ci sama kër bu mag bi ñu nekkoon donc sama maam Mhm. bu jigéen donc foofu laa bëggoon a jouer football en même temps. Et là ñun ma non il faut que nga jàngi. Mm. Donc sama papa ne il faut ma jàngi ci lañ ma indee ci beneen kër gu mag mooy HLM. Foofu laa nekk. Mhm. Et donc de l'école à la maison Mm. tu es obligé quand même nga des ci kër gi parce que éducation foofu loolu la. Mhm. Xale yi ci kër gi la ñuy nekk amul taxawaalu quoi. Ouais, amul taxawaal, te ouais. ci biir kër gi foofu la atelier bi nekk. Ah oui. Donc amuloo choix donc tu es obligé parfois soo wàccee nga ñëw ci mbaar wi Mhm. et xool li ñuy def et cetera.
Et ça, c'est le cas de beaucoup de grandes maisons comme ça, Ouais. que ñeeño yi, que muy doon këru comment dire, uude yi wala tëgg yi, et cetera. Donc, on a souvent dans la grande maison familiale l'atelier principal, même s'il y a d'autres ateliers, il y a l'atelier principal et en fait, on te dit, voilà, quand tu es petit, même soit tu es curieux, tu vois, dans l'atelier, ou c'est juste on te dit bon bah vas-y, tu vas apprendre quelque chose. Donc et ça c'est un peu aussi les héritages familiaux de ces familles-là, des ñeños qui sont vraiment organisés autour des métiers en fait des personnes et souvent des métiers des hommes. Et c'est récemment d'ailleurs que les femmes sont rentrées dans les activités à travers la partie un peu plus commerciale, commencer vraiment à prendre, gérer les boutiques, les bijouteries, les boutiques comme toi et puis on va d'ailleurs en parler. Quand tu as commencé, on t'a dit: «Bon, tu es dans la maison, voilà, pour t'occuper de facto, tu vas rentrer dans l'atelier». Est-ce que ça te plaisait? Heureusement, dès mon premier jour, dama ñëw fekk paa bi di liggéey une paire de souliers Mmh. et sama imagination musuma xalaat ni war nañ ko mën defar fii Afrique. OK. Donc du coup, mu intéressé ma. Mmh. À chaque fois su ma wàccee damay yàkkamte egsi pour xool fan la toll ci paire bi. Super bien. Voilà, Donc ça a Oui. été un coup de foudre en fait. voilà. Et ça a vraiment éveillé, ton comment dire? Ton imagination et ton envie et j'imagine qu'à l'époque aussi, ça prenait encore plus de temps pour le faire. Si, C'est ça, si, c'est ça. Donc chaque soir, c'était la motivation, on rentre si, vite à la maison pour voir où est-ce qu'il en est. si. Elle a Parce mis que combien de temps à être faite cette première paire de souliers? ça prend maximum 2 semaines, hein. 2 semaines. Ouais, sur une paire de chaussures. C'est une paire de chaussures. C'est ça. Waouh. Ouais. Donc ça, c'était à quel âge? Mmh, à l'époque, j'avais pratiquement 9 ans comme ça. 9 ans. Ouais. Et depuis, tu as continué. Est-ce qu'il y a eu d'autres parcours? Est-ce que tu as quand même essayé d'aller vers la banque et tu es revenu à chaque fois, à la cordonnerie ou en fait, du coup, tu es resté dans la cordonnerie? J'ai resté à la cordonnerie depuis ce jour-là. Et donc tu as continué l'école ou pas, finalement? Si, j'ai continué l'école jusqu'à le bac. Mmh. Ensuite, bon, avant, j'ai même commencé à imaginer après qu'est-ce que Ouais. je vais faire. Mmh. Comment je vais organiser mon atelier quand même. OK. Voilà. Que là, à ce moment-là, À ce c'était sûr, moment-là, oui. tu savais que c'est ça que tu Je voulais pense faire? c'est en collège que j'ai commencé à écrire ce projet. Ah oui, Ouais, écrire carrément le projet d'avoir ton propre atelier. exactement. Avec quelle ambition à l'époque justement? Comment tu voyais, cet atelier-là? Est-ce que c'était quelque chose de nouveau ou tu t'inscrivais dans l'héritage, de ton oncle, de ton grand-père? C'est tout quelque chose de nouveau. De nouveau? Ouais, Ouais, ouais. parce qu'il aime quand même de travailler en solo, par exemple. Mmh. Et moi, mon rêve, c'était quand même de travailler à la chaîne. Et je voyais ça beaucoup plus pratique. Mmh. Et l'apprentissage est beaucoup plus facile aussi de transmettre l'information à quelqu'un. Mmh. C'est-à-dire de communiquer quelqu'un avec toutes les informations nécessaires Mmh. pour réaliser une paire, ou que vous essayez quand même de faire ça avec des parties différentes et que chacun essaye de concentrer sur une seule partie. Je pense que c'est une méthode qui est beaucoup plus rapide, Mmh. comme donner l'information Mmh. à l'apprenti. Également, c'est beaucoup plus finesse en Mmh. termes de finition Mmh. après. C'est beaucoup On plus on fin, ouais. arrive à une plus grande expertise en fait, en se Ouais, c'est spécialisant, ça, c'est ça? Ouais. c'est ça. Donc tu écris ce projet-là à l'époque tout seul ou c'était déjà avec future madame? C'est la question que j'allais Moi, poser, mais du coup, on a eu les 2 Mais rêves, mais qu'est-ce qui s'est on a passé eu les là? 2 rêves, l'avocate, le banquier, À quel slash moment footballeur et voilà, on a un projet qui s'écrit autour du à collège, quel mais à moment quel ils se moment ça rencontrent? match en fait? Bon, en fait, on a des liens de parenté, mais on n'est pas proche côté famille, hein. Mmh. Mais on a des liens, comme tu as des familles ñeño, la Famille grande ñeño, c'est famille, ça. donc on a des liens de parenté. Donc à l'époque, quand il était au collège, on se connaissait pas. Mmh. Donc lui, il a écrit le projet. Côté moi, quand j'étais au collège,
j'étais la personne qui organisait les fausses couches. J'organisais les tenues des danseuses, des modèles. Donc, et tout le temps, on avait des problèmes de chaussures. De Des fois, les chaussures chaussures. qui devaient matcher avec la tenue. Parce qu'il y Ah avait ouais. 30 personnes qui avaient porté les mêmes tenues et les mêmes chaussures. Avec des pointures différentes Oui, et tout ça. ouais. Donc, du coup, comme on est dans la même famille, donc j'ai aussi, moi, des cousins qui étaient dans la cordonnerie. Ordonnaire. Donc, souvent, c'est eux qui me faisaient qui me faisaient les paires. Donc, j'étais au collège. Mm. Et c'est après, par la suite, qu'on s'est connus, Mhm. qu'on a discuté et qu'on a décidé de faire le projet ensemble. OK. Donc, moi, quand j'étais à l'université, déjà, je vendais des chaussures que j'achetais à Pikine. J'allais à Oui. Pikine, j'allais Mhm. voir les cordonniers, je commandais des chaussures des ballerines wax à l'université Dakar Bourguiba, donc on me connaissait pour ça. Jai katu daal. Ouais, donc du coup, voilà, c'est... Eh. je peux dire que c'est... peut-être on a eu l'idée, on se connaissait pas, on a eu l'idée en même temps. Donc, Mhm. quand on s'est vu, on a parlé du projet, on s'est dit que voilà, on a fait ça ensemble. Et c'est vraiment une rencontre, on va dire, ce qu'on appelle les rencontres. Les rencontres, elles peuvent être humaines, professionnelles, elles peuvent être de plusieurs ordres, en fait. Comme tu dis, tu penses à quelque chose, mais tu n'es pas la seule personne à penser à ça. Et finalement, lui, avec le côté un peu plus métier, c'était vraiment le bon match. Mais ça ne suffit pas quand même. Après, il y a d'autres choses quand même. Hein? Ouais, Hein? tout le reste, tout le reste, c'est fait naturellement. Naturellement, il n'a même pas eu besoin de faire d'efforts. Non, quand même. Si, bon, dans le naturel, il y a l'effort. L'effort est Il y a l'effort naturel. naturel. Ouais. Tu l'as pas fait courir un peu, quand même. Bon, non. Bon, mais maintenant, moi, j'ai envie qu'on nous explique ce que c'est votre activité aujourd'hui. Parce Oui. qu'on en a un peu parlé, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est Momo le Bottier? Ouais. Alors, Moule Bottier, c'est une entreprise SARL maintenant depuis 2019. Donc, une entreprise de cordonnerie et de maroquinerie aussi. On fabrique des chaussures et des accessoires qu'on commercialise. Et vous les commercialisez où? De départ à Dakar et puis partout. Ça se retrouve partout après. Après, c'est partout. Voilà. C'est ça. C'est une entreprise qui a commencé, donc, votre idée à tous les deux, vos rêves finalement, et puis toi, ton expérience déjà de vendeuse de chaussures. Mhm. Et puis petit à petit, ça s'est concrétisé. Et aujourd'hui, Momo le Bottier, c'est une marque reconnue C'est ça. au Sénégal et ailleurs. Et comment ça se passe le démarrage, justement, quand vous décidez vraiment de vous lancer, de créer cet atelier et commencer à produire, comme tu l'as expliqué, de manière, on va dire, en chaîne, etc. Comment ça démarre? Comment ça prend? Alors lui, c'est lui qui a démarré en premier. Donc Mhm. lui, il a démarré sans moi. Mhm. Parce que on n'était pas mariés déjà, on ne pouvait pas se voir tout le temps pour des réglages, des trucs comme Oui. ça. Mhm. Donc lui, il a démarré pendant que moi, j'étais en première année à l'université. C'est ça. Voilà, donc lui, il a démarré. C'est après, par la suite, quand on s'est mariés, qu'on a essayé d'avancer ensemble. Mhm. Comme on sait, hein, tout début est compliqué, incertain. Donc, on s'est lancé dans un truc nouveau, sans savoir, sans aucune information. Mais ce qui est la base, c'est on savait où on voulait aller. Mhm. Donc, au départ, on n'avait pas les moyens, pas l'expertise, pas l'expérience, mais on s'est dit qu'on va faire avec les moyens du bord. Mhm. On va pas rester à attendre quoi que ce soit, on va commencer. Je pense qu'on a commencé avec des paires de 3 paires par semaine, je pense, comme ça. Ah oui. Voilà. Donc, du coup, on a démarré avec les moyens du bord. Totalement. Et c'est le reste, toi qui faisais tout seul, ou vous aviez déjà des employés? Bon, j'avais 2 employés et un autre aussi qui vient de temps en temps pour m'aider. Ok, donc tu avais démarré avec ton équipe quand même, tu avais déjà commencé comme ça. Mhm. Ok.
C'est ça. Et du coup, c'est quoi les grandes étapes justement de l'évolution? Parce que comme tu dis maintenant, quand on dit Momol Gauthier, tout le monde connaît. Mais c'est quoi, qu'est-ce que vous a amené les grandes étapes en fait de ce parcours pour créer cette belle marque? Je pense que c'était la pandémie, je pense, oui. Oui. Non, c'est plutôt la grosse commande qu'on avait reçue de la marque européenne. On avait signé un contrat de confidentialité avec une marque Oui. qui est venue nous voir et voilà. La marque voulait des escarpins avec du pagne. Donc, c'était dans les 2000 paires. Hein. Ah oui. Oui, donc Au on bout de a combien de temps quand vous avez démarré? 1 an après. Hein. Ah oui. En fait, il faut savoir que lui, il a toujours il était toujours quand tu dis démarrer, je suis en train de situer, mais lui, Hein. il n'a jamais quitté depuis qu'il a commencé, Oui, depuis le qu'il est petit, primaire, en après, fait, voilà. voilà, il Donc, est dans l'atelier, donc il c'est a ça. démarré depuis longtemps. Oui. Quand je dis quand vous avez démarré, c'est quand vous êtes mis ensemble avec vraiment cette vision commune de comment dire, de faire grandir cette entreprise et cette marque. C'était quoi les moments vraiment très importants qui ont marqué un tournant dans votre parcours? Voilà, donc ça, cette commande-là, c'était important quand même, parce que ça nous a permis après d'avoir les fonds pour pouvoir faire ce qu'on voulait faire réellement avec le projet. C'est ça. Oui, Mais comment, en fait, on s'organise pour passer de 3 paires par semaine, c'était ça? Oui, à 2000. À 2000. Enfin, c'est ça, moi, ça avait pris 6 mois, hein, pratiquement ou plus. Ah oui. De préparation. Oui, pour faire Ou au faire la total, entre la commande. commande et la livraison, 6 mois. Oui, ou plus vraiment. Ouais, Plus mais même. 2000 paires, c'est Oui, donc c'était vraiment de l'expérience. Mmh. Donc nous, quand on a démarré, en fait, c'était pas une question d'argent, Mmh. mais c'était de l'expérience. Voilà, on voulait savoir. Après, on a vu que cette marque le vendait dans les 900 000 €. Donc on s'est dit: «Waouh, Waouh! ça c'est» donc s'ils sont venus nous trouver, c'est parce que nous, on a quelque chose à offrir. Donc Totalement. C'est ça, ce que vous avez aujourd'hui un positionnement haut de gamme. Est-ce que ça a toujours été dans votre tête d'avoir ce positionnement haut de gamme ou c'est venu par cette entreprise-là? Bon, l'atelier dont j'ai grandi avec ce métier, je pense qu'il faisait partie des meilleurs cordonniers de Dakar. Ok. Ouais. Donc là, on a grandi avec la finesse des produits de haut de gamme, etc. Donc on n'a pas droit quand même de faire d'autres choses. C'était la base. ouais, c'est notre Voilà. base, hein. La référence, c'était déjà de partir avec des produits de grande qualité. Ouais. Mais je pense qu'en fait, par rapport à ce que Marine a dit, c'est par rapport parce que tu peux faire un produit de grande qualité et comme elle disait, c'est vendu en Europe à 900 € ou des choses comme ça et que ici, on va avoir soit des scrupules, on va pas oser. Donc aujourd'hui, comment vous arrivez à retravailler ce positionnement-là et que les gens soient conscients qu'en fait, c'est ça la vraie valeur en fait des chaussures? Bon, en fait, comme tout artisan, par exemple, on ne calcule pas, par exemple, l'expérience que vous avez. On ne calcule pas également le temps qu'on va mettre pour réaliser le produit. Mmh. Ce qu'on prend en compte, c'est seulement la matière première. C'est seulement la matière première. Après, on prend une idée de donner un prix à ce produit. Mais lorsqu'on a fait, par exemple, prend un recul quand même pour regarder et voir surtout les prix qu'on voit à l'extérieur, on s'est dit non, il faut quand même mettre tout sur table et essayer quand même de voir euh, quel est le vrai prix de ce produit fini quand même. Totalement. C'est ça, et c'est On ça qui doit... permet de se développer. Oui. Ensuite, sinon, en fait, on fait du surplace. Aussi, moi, comme lui, j'ai une philosophie. Quand on a envie de lancer une collection, un nouveau modèle, moi, je calcule pas ça va coûter après combien. Ça, Vous partez au d'abord du départ, ça créatif. m'intéresse pas. Voilà. Ok. Donc, je me dis que je veux que le produit soit comme ça et comme ça et comme ça. Une fois que le produit est prêt, le produit va te dire, moi, je vais écouter ça si tu veux que je t'existe.
Donc, parce que nous, on prend le départ pour le bien-être du client, de la personne qui va la porter. Donc, comme on ne réfléchit pas en tant que businessman, parce qu'un businessman va te dire que il faut que la paire coûte 20 000, coûte 30 000, coûte 50 000, avant même de faire. Alors que nous, c'est le contraire. Donc, c'est pas seulement des paires qu'on fabrique, c'est vraiment des compagnons. Parce que quand on quitte le lit le matin, on est sur les chaussures toute la journée. Ouais. Donc, nous, on essaie quand même de faire de sorte que cette paire-là qui t'accompagne puisse être à la hauteur, puisse t'apporter aussi du confort, du bien-être, que tu sois à l'aise. Totalement. Et je vais surtout pas mentionner les chaussures que je porte. Qui sont expirées d'ailleurs. Qui sont expirées, mais que je résiste parce que voilà, c'est comme Moi aussi, mon père était styliste modéliste. Ok. Il a fait des tenues pour Michael Jackson alors qu'il était à Dakar. Bon, il était à Paris avant, après il est rentré sur Dakar. Donc nous, déjà, quand on était petite, on avait déjà cette ouverture que voilà, les stars internationaux. Donc, on avait l'expertise d'habiller le monde. Et vous aviez pas peur de ce milieu-là? Parce que je pense que autant dans ta famille que dans la tienne, vous avez côtoyé des grandes personnes. Et parce que souvent, on se met des freins soi-même, en fait. On se dit, ce que je fais, ah, mais moi, je peux pas aller parler au président, aux ministres, aux ambassadeurs. Mais quand on est habitué à fréquenter des gens importants, finalement, il y a déjà une barrière qui tombe. C'est ça. Donc, vous avez osé. C'est vrai que souvent, quand mon père partait, par exemple, prendre des mesures pour un ambassadeur ou un président, souvent, on l'accompagnait. Ça nous a permis aussi de voir de l'autre côté. On habitait en banlieue, mais on n'avait pas ce complexe-là de telle personne était ça ou telle personne ne l'était pas. Comme quoi, en fait, le métier, ça peut nous amener très, très loin, en fait. Voilà. Un savoir-faire. Actuellement, on habille des présents. On est quand même discret. C'est un choix. C'est un choix. Oui. C'est un choix qu'on a fait. Parce que quand même, avec le temps, je privilégie la santé, le temps que je passe avec ma famille, avec mes enfants surtout. Donc, parfois, on nous dit, pourquoi tu communiques pas sur tel. En fait, la demande, elle est là. Aujourd'hui, tu as des personnes qui veulent la même paire que tu as fait au président tel ou tel. Donc, alors que actuellement, tu n'es pas en mesure d'offrir ce produit-là en quantité. Donc, pour moi, ça sert à rien de faire une communication dessus vu que tu peux pas offrir ce produit. Donc, on communique sur les produits qu'on a. On communique pas sur les premières dames qu'on habille, bien sûr les présidents, les ambassadeurs qu'on habille. Parce qu'on se dit que c'est pas important, parce qu'on n'est pas à la recherche de reconnaissance. On est là pour apporter notre touche, participer au développement du pays. Moi, j'aime le Sénégal. J'adore le Sénégal. Quand je voyage tous les matins, je regarde mon billet. Quand est-ce que je rentre? Je suis habituée au Sénégal, en fait. J'aime même pas voyager beaucoup. Donc, le café Touba et le pain thon du matin, ça fait du bien. Ah, on a un des secrets. On a un des secrets de Maguette, le café Touba et le pain thon. Le café Touba et le thon. Tous les matins. Donc, je pense que c'était à la portée du jeune collégien qu'il était. Comme ça, c'est pour ça que c'était facile. Le soir. Non, c'est très important ce que tu dis. C'est vraiment aujourd'hui, en fait, dans le monde hyper compétitif dans lequel on évolue, c'est quelque chose que je pense que tous les marketeurs se sont mis d'accord que si tu arrives à avoir une approche très tournée vers tes consommateurs, vers tes clients, une approche très humaine, c'est là en fait où la différence va se faire. Si tu es dans une approche totalement commerciale, ça se sent. Et aujourd'hui, en fait, je pense que vous avez le mix idéal, c'est-à-dire un vrai savoir-faire en fait avec des produits de très grande qualité et aussi en fait la capacité de vraiment empathique de penser aux utilisateurs quand vous faites ces chaussures-là. Parce que c'est beaucoup d'humilité de dire aujourd'hui, je communique pas parce que je veux être sûre que tous les clients qui viennent en magasin, ils trouvent en fait des choses qui soient disponibles. Et moi, je sais qu'il y a aussi un autre moment qui a été très clé dans le parcours de Momo Le Bottier, c'était le Covid aussi. Je pense que pour vous, ça a plutôt été
on va dire, une façon de s'ouvrir au monde et aussi de se réinventer. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça s'est C'est passé? intéressant parce que le Covid a été pour beaucoup d'entreprises une période très difficile et pour Oui. vous, ça a été une période d'opportunité. Comment vous avez réussi à faire ça? Bon, je pense que avant, on n'est pas trop intéressé par rapport à la com. Par exemple, prendre des bonnes photos, des belles photos ou bien de trouver des mannequins pour les faire. C'est-à-dire de communiquer plus, de communication visuelle, je veux dire. Et lorsque la Covid arrive, on a eu l'idée quand même de tenter de faire ça, de communiquer plus sur les réseaux et ça a marché. Et ça a marché? Ouais. Mais ça a marché. Oui, et à ce moment-là aussi, beaucoup de personnes ne voyageaient pas parce que les gens, ils attendaient d'aller en voyage pour prendre là-bas les réseaux sociaux. Ouais. Donc, comme les gens sont restés un bon moment sans voyager, ils commençaient à voir où est-ce que je peux avoir sur Dakar. Donc, nous, à ce moment-là, on avait du stock C'est ça. parce qu'on Parce était qu'avant ça, c'était que du bouche à oreille, en fait, Oui, Momo. ça. oui. Donc, C'était comme si c'était un truc qu'on cachait. Et moi, je me rappelle, en fait, c'est vrai, en plus, hein, à l'époque, les gens, ils disaient, mais il faut le dire à personne, hein. Il est à la Soudida, mais il faut le dire à personne. Je disais, mais c'est pas ça. Ils avaient peur qu'après, il n'y ait plus Mais assez oui, de temps et pour leur puis, fabriquer leurs c'est chaussures. ça. parce qu'il y a une cliente qui m'a dit, j'aurais jamais dû parler de vous, en fait, à mon entourage. Parce que- Ah non, vous n'avez plus le temps pour moi. Voilà, donc, C'est ça. bon. Mais du coup, ça prend le relais justement de ce bouche à oreille avec une demande qui se retourne un peu plus vers le local, en fait. Ouais. Si. Ouais, parce qu'il faut savoir que nous, on est, comme tu dis, on n'est pas uniquement commercial, mais le côté marketing à fond, donc on est aussi humaine. Donc, moi, je suis très proche des clients, donc et c'est eux les ambassadeurs, en fait. Donc, on peut faire énormément de communication. Mais si aujourd'hui, Nabou dit à Marina, va là-bas, j'ai vu de belles paires, je les ai testées et tout, Marina, il va de suite. Et Marina y va, hein, je Oui. confirme. Donc, ça, les produits, je confirme aussi. Mais si ensuite, quand on arrive, on n'est pas bien reçu et Exactement. qu'on n'a pas un service client intéressant, bah, finalement, on va peut-être acheter une fois, mais pas 2 fois. Ouais, Alors c'est que là, ça. on devient addict, c'est ça le problème. Voilà, donc moi, de ce côté-là, j'essaie de faire comme moi, j'aime l'être humain, j'aime les personnes, donc c'est assez facile pour moi D'être dans cette relation Voilà. avec le client. Et donc moi, ça m'amène à un peu cette question, parce que moi-même, je travaille avec mon mari et donc je me dis, quand on est un couple d'entrepreneurs, comment vous, déjà, vous répartissez les tâches? On l'a un peu compris, mais j'aimerais bien que vous l'expliquiez. Alors lui, il gère les produits, la fabrication. Moi, je gère les produits finis. Donc une fois que la paire est prête, donc ça devient ma responsabilité. Donc lui, c'est lui qui crée la paire de la matière première, la création, l'idée. Parfois, on peut avoir des idées, hein, des idées. Parfois, j'ai des idées aussi, hein. J'ai un peu pris de mon père aussi. La déformation. Voilà, donc on peut avoir une idée de modèle. Quand c'est un modèle pour femme, bon, je peux dire que bon, ça, je le mettrai pas parce qu'actuellement, on est dans un monde où on est très occupé. On a beaucoup de problèmes. Donc, personne n'a besoin d'avoir des problèmes en plus. Quand on achète une paire, on veut que ce soit adapté. Donc, quand on fait un modèle, comme je t'ai dit tout à l'heure, on prend en compte ce côté-là aussi. Donc, et moi, je me dis que voilà, je porte cette paire, je dois aller déposer mes enfants à l'école, j'ai des rendez-vous en ville, je dois à l'atelier, après venir à la boutique. Je vais mettre une paire comme ça. Comme ça. Voilà, donc toi, ça me permet tu aussi. donnes vraiment ton avis sur les paires féminines. Ouais. Sinon, toi, tu t'occupes vraiment de la partie commerciale. Une fois que les produits est terminé, c'est toi qui t'en occupes. Et Momo, toi, c'est toute la fabrication. Lui, c'est l'artiste. C'est Il l'artiste. faut le voir créer une paire, fabriquer, c'est admiratif. C'est à quel moment qu'elles naissent les idées des paires? Partout. Pratiquement la nuit. Hein. C'est ça, les gens habités, en fait. Donc, ça veut dire un petit carnet au bord du lit et tout d'un coup, on a une idée ou... Je me lève, je dessine, voilà.
Et le matin, au Et le petit matin. Ce déjeuner, modèle-là, lui, moi, c'est mon heure de sommeil. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que quand on travaille ensemble et qu'on est en couple, le boulot nous suit à la maison Ah, aussi. Exactement. On C'est a ça. beau éviter, mais Ouais. on n'est pas arrivé là. c'est difficile. Hein. Moi, je cherche le secret. Si vous l'avez, dites-moi, parce que nous, Nous aussi, on cherche encore. c'est ça. Et les enfants se plaignent, ils disent, mais arrêtez de parler du travail. Est-ce que les enfants se plaignent aussi ou ça va? Bon, nous, nos enfants ont entre 6 et 8 ans. Ils sont encore Oui, petits. ils sont encore petits. Mm. Bon. Et moi, ma question, c'est est-ce que vous arrivez des fois à partir en vacances ensemble sans penser au travail? Non. Moi, Il t'es va d'accord? toujours ramener un truc. À chaque fois, je lui dis, ne parle pas de travail. Au final, c'est toi qui vas me parler. Ouais, chacun se renvoie la balle, hein. Donc, on était sur cette organisation Ouais. dans le couple, comment on travaille C'est ensemble, ça. et comment on fait pour garder des temps hors travail et comment on prend les décisions dans le C'est ça. travail. Parce que c'est Vas-y. quelque chose qu'on nous dit souvent, les amis qui travaillent en couple, c'est que on travaille aussi avec des collaborateurs qui sont avec nous et quand on grandit aussi, nos collaborateurs, ils prennent aussi des responsabilités et que nous, en fait, on oublie des fois quand on est en couple, on rentre à la maison, on prend des décisions et on revient et bon, les collaborateurs, ils sont là, mais bon, on a commencé à en parler hier, on n'a pas fini. Et comment vous gérez ça, justement, ce rapport-là avec les équipes pour que tout le monde soit aussi à l'aise et au même niveau d'information? Bon, en Bon, fait, lui, il gère l'équipe production, le personnel de l'équipe de prod. Donc, moi, je gère le personnel de l'équipe commerciale. Donc, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas un jour, Maguette a dit ça et Momo a dit autre chose. Si, ça arrive. Hein. Même hier, pour le logo, ça on devait faire un panneau à l'extérieur. Mais bon, on trouve toujours un terrain d'entente. Ouais. Donc, entreprendre en couple, pour vous, ce serait une force ou une difficulté? c'est une force. Hein. Une force. Ouais. C'est une force, ouais, parce que dès que tu te dis que je passe ma vie avec cette personne, ma vie, elle est beaucoup plus importante que tout le reste. Donc, si je décide de passer ma vie avec toi, donc qu'on travaille ensemble ou bien tout le reste, ça peut se faire parce qu'on a décidé de passer notre vie ensemble. Donc, c'est une force et en même temps, on n'exclut pas le monde extérieur et on reste connecté à ce qui se passe autour. C'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, quand vous évoluez comme ça et l'entreprise grandit, ce qu'on comprend aussi, c'est que vous grandissez avec l'entreprise aussi. C'est quoi les moments qui vous ont aussi permis en tant que personne, hein, de grandir dans ce métier, par exemple? Oui, les rencontres, hein, comme tu as dit, les personnes qui viennent de plus en plus nombreuses et tu en profites aussi pour discuter. Quand une personne arrive, elle vient avec son expérience et des personnes parfois très ouvertes d'esprit qui te conseillent, t'orientent, te disent que voilà, vous êtes jeune, vous faites ça, c'est bien, mais essayez de faire cela, cela. Et moi, je suis une personne qui est très à l'écoute. Donc, ça nous permet aussi après de voir toutes ces informations-là qu'on a reçues et de voir quelle est la meilleure option pour C'est ça. c'est ça. Quand on préparait tout à l'heure le tournage, ils m'ont raconté qu'au départ, ils faisaient beaucoup de réparation de chaussures Ouais. et quand ils récupéraient les chaussures, ils observaient comment elles étaient faites pour continuer à apprendre, et améliorer les techniques. Ça, c'est ça. hyper intéressant. Et j'ai lu, moi, en me renseignant aussi un petit peu sur vous, que vous avez eu une expérience aussi grâce à Chanel et au projet peut-être 19M, d'une expérience en France avec une maison de chaussures, c'était ça? Oui, oui. Et on en a eu une collaboration avec Chanel à travers le 19e. Donc, lui, il était c'est Massaro, la Ouais. maison Massaro. Donc, Alors, c'était comment cette expérience-là? Du coup, tu sors de l'atelier familial où tu as tout appris, que tu as continué ensuite tout seul. Et là, tu rentres en contact avec cette grande maison aussi de chaussures. Moi, je peux dire que c'est
c'est exactement ce que je rêvais avoir comme atelier. C'est-à-dire, c'est un rêve réalisé que je vois là-bas. Quand il est rentré, il a refait tout. Bon, à mon retour, non. Non. C'est ça. Mais Parce que là, t'es allé tout seul. Moi, j'étais allé tout seul. Et à mon retour, j'ai refait tout l'atelier. Tout l'atelier. Ouais. J'ai dit que C'est-à-dire- tu le refais de ta poche. Comme c'est un truc pour te faire plaisir, tu vas le refaire de ta poche. Bon, je me suis dit que, bon, là, c'est un espace contre là où on travaille. Oui. Donc, ça doit pas être n'importe comment. Mm. Donc, on doit avoir quand même un espace lumineux, quand même propre. Mhm. Et ça donne envie quand même de travailler, surtout. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu as fait des vidéos et des photos pour ton équipe pour leur montrer aussi, ou c'est toi qui as tout gardé dans ta tête et puis tu es venu, tu l'as Bon, adapté? j'ai pris quelques vidéos et photos, mais c'était plutôt pour changer quand même la visage de l'atelier. Ouais. Ouais. Et t'as réussi? T'es content maintenant? On va faire un tour là-bas après. Ah, nous, on est partant, hein. Il faut qu'on aille voir l'atelier. Donc, il y a de l'innovation là aussi, c'est Ouais. aller chercher aussi à l'extérieur, aller apprendre à l'extérieur et ramener ça et adapter au contexte aussi local. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on voit à l'étranger et en fait, on se rend compte que par contre, on peut pas le faire de cette manière-là. On est obligé d'adapter. Il y a eu des choses comme ça aussi? Bon, heureusement, on peut faire tout ça ici à Dakar. Mm. Il faut juste quand même être coopérer avec les artisans qu'on a ici. Par exemple, j'ai fait appel à un menuisier pour me faire tous ces tabliers. Mhm. Et j'ai trouvé également des gens qui font dans la lumière et tout. Mm. Ils m'ont tout changé. Mm. Donc, Mais l'avantage qu'on a au Sénégal, c'est d'avoir beaucoup d'artisans encore qui peuvent te faire exactement Exactement. ce que tu cherches. Ce que tu Exactement. cherches. Et je trouve que c'était parce qu'à un moment aussi, on en avait discuté. Parce que j'étais venue, je dis, mais vous là, maintenant, vous faites beaucoup de chaussures d'hommes, hein. C'est quoi? Et depuis les Covid, Non, mais c'est ça. Et tu m'as donné une explication qui était très rationnelle. C'est qu'en fait, finalement, ça a alimenté le processus de professionnalisation Mhm. des comment dire, des ouvriers, des apprentis que vous aviez dans le magasin. Mhm. Peut-être c'est intéressant d'en parler parce que ça montre à comment, en fait, on passe de 3 paires de chaussures à des centaines, des milliers, en fait. En termes de production, on passe quand même à une autre étape. Parce que comme on parlait tout à l'heure avec Marina, quand il y a pas de personnel qualifié à Dakar, Oui. malheureusement. Donc, quand tu recrutes des personnes, tu les recrutes avec zéro expérience, zéro productivité, et tu perds de ton temps pour leur en donner pour qu'ils puissent apprendre. Tu Mhm. dois les former. Donc, il faut trouver une technique. On a testé plusieurs techniques. Donc, mais celle qui marche, c'est comme il va l'expliquer lui, c'est côté technique. Mais je pense que voilà, c'est avec l'expérience qu'on Qu'on construit ce là que vous cette m'avez méthode. dit, c'était que vous avez trouvé que c'était important de grandir doucement oui, donc, et de consolider l'équipe de base avant de grandir. Pas grandir trop vite. Exactement, exactement. Et la méthode qu'on a préféré de travailler, c'était de spécialiser les gens. C'est-à-dire, Mhm. on ne dit pas cordonnier tout coup pour qu'ils fassent la paire de A à Z, mais plutôt ils les spécialisent uniquement à la semelle, ou bien à la tige, Mhm. ou bien à la montage, ou bien à la partie finition, bichonnage. Mhm. C'est comme ça que nous on travaille. Et les équipes, ils ont accepté ça facilement parce que finalement, au Sénégal, on n'est pas habitué à ce travail en série. On est habitué à un couturier, un tailleur, souvent il fait tout le vêtement. Un cordonnier fait toute la paire. Donc, comment ils ont pris ça, le fait qu'on les spécialise? Bon, comme c'est euh, il vient juste de découvrir la métier, Mhm. donc ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Parce que tu viens, on t'apprend à faire la paire,
Donc, si on te dit rester sur ça, tu vas juste rester sur ça. Donc, ça veut Et dire que après, vous avez on va travaillé avec des jeunes. expliquer exactement des Oui, des jeunes. personnes qui On n'ont va lui jamais expliquer connu la que, cordonnerie. on va lui expliquer que nous, la méthode qu'on préfère, c'est-à-dire de vous spécialiser sur cette partie-là. Demain, tu peux faire mieux que nous, même qui vous appris cette méthode. Donc, et essayer de spécialiser sur ça. Donc, vous n'avez pas cherché à trouver des gens qui étaient déjà qualifiés, qui étaient déjà cordonniers. Vous avez embauché des jeunes et vous les avez formés vous-même de A à Z. Exactement. Et c'est On a cette fait- technique qui fonctionne le mieux pour vous aujourd'hui. Oui. C'est très compliqué de Ouais. l'expliquer à un cordonnier qui se dit, voilà, moi, je sais faire une paire de chaussures. C'est très compliqué d'enlever ce De qui fait déconstruire. vie. Ouais. C'est vrai qu'on a essayé, mais c'est pas ce qui marchait. Donc, actuellement, les personnes les plus performantes de Momo Lobotier sont des personnes qui sont venues avant, ils faisaient marchand ambulant ou bien autre chose. Ah oui. Donc, actuellement, c'est ces personnes-là qu'on a pris. On les a spécialisées dans la tige, dans la semelle. Oui, on a départagé le travail. Qui fait la qui marche. formation? L'artiste qui vient de nous donner. C'est ça. Et je pense que quelque part, finalement, ces jeunes, quand ils voient, en fait, une fois que le travail est fait, sur quel pied ça atterrit, on a entendu parler, je sais maintenant de grandes personnalités, etc. Je pense qu'ils prennent toute la mesure, en fait, de leur contribution, en fait, au travail qui est fait, travail d'équipe. Ouais. Bon, effectivement, c'est pourquoi parfois ils ne regardent même pas la paire, mais ils regardent uniquement Ce la qu'ils ont partie. fait. Ouais. Mais ça, c'est moi qui l'ai cousu. Non, ça, c'est ma semelle, etc. Non, c'est très important. Et d'ailleurs, ça fait quoi de chausser un président, par exemple? Parce qu'il y en a plusieurs, hein, on va pas les citer. Mais ça fait quoi de chausser un président ou une première dame? Vous recevez un coup de fil du secrétariat, voilà, et qui vous dit comment ça se passe en fait? Bon, je croyais que c'était bon. Avant de, je croyais que ça allait être quelque chose d'étonnant et truc, mais en réalité, il n'y a pas de très grande différence. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas de prix président ou prix quelqu'un qui va rentrer tout à l'heure. C'est Donc, ça. quand même, je me suis dit que voilà, c'est le président, c'est la première dame. Elle a le choix. Donc, elle est venue voir le Botier. Donc, ça fait plaisir. On se félicite, hein, on se dit, Bien sûr. voilà, le président nous a choisi, la première dame nous a choisi. Donc, c'est parce que, voilà, on est sur la bonne voie. Parce qu'elle, elle a le choix. Oui, Ça elle a le motive choix. les équipes, ça, ou pas? Hmm? Ça motive les équipes, le fait que des personnalités portent leurs chaussures? Oui, oui, on en rigole parfois, hein, à l'atelier. C'est ça. Il y a la partie sur mesure aussi. On en a une partie sur mesure. Oui. Il n'aime pas trop en parler parce que Oui, parce que je suis sur la file d'attente, donc j'attends. c'est tellement surchargé quand même. C'est ça. Il n'aime pas trop en parler parce que il y a des personnes qui n'ont pas le choix parce qu'ils ont des particularités. C'est ça. Donc, je pense que lui, il me dit souvent que voilà, le sur-mesure devait être réservé à ces personnes-là qui ne peuvent pas. Prendre n'importe quelle paire dans la Exactement. boutique. Ouais. Parce qu'il y a une histoire qui m'a marquée aussi, que je voulais partager. Il y a une dame qui est venue nous voir il y a 2 ans ou 3 ans, hein, une dame. Elle est venue sans espoir, hein. Elle est venue, m'a dit, bon, je suis sur le point d'arrêter mon travail parce que je dois porter un uniforme et je dois être sur des chaussures qui sont comme ça et j'ai des problèmes. Quand je fais, par exemple, 2 heures debout avec des chaussures comme ça, après, je peux plus marcher tout le reste de la journée. Donc, il est venu, il a pris ses mesures, il a dit que voilà, on va essayer. Donc, il a pris son temps, il a pris son énergie. Et il avait envie quand même que cette personne retrouve son travail. Bien sûr. Et alhamdoulilah, donc quand il a fini la paire, la personne est venue. Quand il a essayé, il a failli pleurer, au fait. Après, elle est retournée travailler
une semaine après, ils nous appellent pour en fait, c'est des moments comme ça aussi qui parfois te motivent à continuer à Et qui rappelle ouais. tout le sens de ce que vous faites, en fait, Ouais. finalement. Ce ne sont pas que des paires de chaussures. Voilà, Ouais. c'est, Il y a beaucoup de générosité hein, dans ce que vous dites. C'est ça. Beaucoup de partage. Aujourd'hui, Momo Bottier fait quand même référence dans le secteur. Qu'est-ce que vous diriez que ce sont les enjeux que vous rencontrez et les enjeux du secteur en général? On a parlé du recrutement, mais vous avez trouvé vos solutions. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux? la matière première, la chaîne de valeur. C'est ça. La chaîne de valeur. Donc je trouve dommage aussi, hein, parce qu'actuellement au Sénégal, on pouvait avoir la chaîne de valeur parce que, après l'élevage, on a énormément de fêtes ici au Sénégal. Après, on a énormément de peaux. Mais bon, c'est, Mais dans la chaîne de valeur, il manque en fait le maillon, pardon, la tannerie qui amène le type de matière première que vous travaillez. La partie finition, par exemple. Ouais, la finition des peaux. Ouais. Et même pour avoir un cure de qualité, c'est pendant l'élevage. Ça commence pendant Oui, ça, l'élevage. oui. Parce que Qu'est-ce qui joue pour avoir un cure de qualité? Euh, c'est que l'animal mange. Ça joue. Bah, il faut quand même l'animal soit bien traité quand même. Son alimentation, les climats là où ils vivent, de ne pas avoir des insectes. Donc, il y a beaucoup de processus quand même pour avoir une peau de qualité. Ok. Donc ça, vous n'arrivez pas à trouver au Sénégal. Pour l'instant, vous êtes obligé d'importer? Pour l'instant, on importe. Pour l'instant, on importe nos peaux, mais espérons que d'ici peu de temps, il y a du travail en cours dans ce secteur. Enfin, on ouais, entend, il y a eu des annonces, il y a des ouais. choses qui sont enclenchées. On va voir jusqu'où ça peut aller. Parce que ce qu'on veut aussi dans ce podcast, c'est que des personnes soient inspirées pour aller trouver des opportunités, encore des zones d'opportunités pour se lancer. Il y a tout un travail encore à faire dans la tannerie au Sénégal. Donc, les jeunes qui peuvent être intéressés, je pense que ça peut être utile de s'approcher aussi de personnes qui travaillent cette matière-là pour voir comment ils peuvent s'installer dans le secteur. Et ça, c'est très important parce que on a encore au Sénégal, les gens entreprennent par mimétisme, c'est-à-dire je vois quelqu'un qui fait quelque chose, la personne réussit et je vais essayer de faire la même chose. La grande erreur. Une grosse erreur. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est une question de feeling, hein. Ouais. Parce qu'on peut faire la même chose, et alors que moi, toi, ton truc va marcher et moi, là, non. Parce que en fait, c'est différent dans la façon de faire, dans le cas où chaque personne est unique. Donc, je suis pas Marina, Marina n'est pas moi. Donc, forcément, notre façon de faire, il y aura des différences. Et mieux vaut aller sur un domaine qu'on maîtrise, qu'on aime, pour pouvoir avancer, parce que c'est pas facile de se lever les matins et C'est ça. il faut un truc pour te dire lève-toi, vas-y, c'est ça. C'est ça. Comme on disait tout à l'heure, vendre un produit qu'on n'aime pas, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors que si c'est un produit que tu as fait avec ton cœur, c'est ça. là, tu le vends avec ton cœur. Moi, quand il y a un modèle où je marche pas, je dis que je veux pas le vendre parce que je pourrais pas le défendre. Oui. Parce que je vais pas mentir aux clients. Donc, moi, avec mes clients, on a une relation de confiance. Il y a des clients qui sont à l'extérieur, par exemple, pendant le Ramadan ou des fêtes, ils te disent, voilà, Maguette, j'ai un budget de 200 000, 300 000, je vais offrir des cadeaux à telle personne, qu'est-ce que tu peux me proposer, et tout ça. Donc, on a une relation de confiance, c'est au-delà de l'argent. Donc, voilà, c'est important de travailler avec le cœur. C'est ça. Et quelles sont, à part justement la partie matière première, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez dans le quotidien de Momo le Bottier? packaging. Récemment, on a énormément galéré parce que packaging. là où on a stocké le packaging, oui. il y avait une fuite. Ah oui, et puis c'est du carton, c'est des boîtes en carton. Il y a presque 1000
Ouais. que vous avez perdu? Ouais. Ah Il y a eu oui. aussi. Comment on réagit à ça? On ouvre le hangar, enfin le stock et on voit que tout est trempé. Je me dis que alhamdulillah. Ah, Ça pourrait être dès le début, les 5000 pourraient être comme ça et dès je le pourrais dé- rien faire. Donc, alhamdulillah, on essaie de rattraper comme on peut. Il y a un Comment petit pas- moment de panique quand même ou dès le début, tu te dis c'est pas grave. Bon, on est à... Waouh, c'est arrivé, hein, mais alhamdulillah. Donc, on essaie Beaucoup de quand même résilience oui, alors. oui, on essaie de trouver une solution. Moi, je suis comme ça. Quand il y a un truc qui va pas, au lieu de rester là à me lamenter, j'essaie de trouver une solution. Parce que sans solution, ça va pas avancer. Il faut que ça avance. Donc, je C'est trouve une ça. solution. Après, même si je veux pleurer, je pleure. Mais je trouve une solution. On court et après on pleure. Après, on va à le C'est reste. ça. Parce que le packaging est importé. Oui, en fait, Ok. on a essayé de le faire sur Dakar, mais Pourtant, enfin, je pense à une boîte qui normalement pourrait faire ça. Je sais, parce que la limite ça aurait été le volume, mais maintenant le volume vous l'avez. Vous commandez par milliers en fait. On a demandé tout Dakar, ouais. Tout Dakar. mais on n'a pas Je suis trouvé. allée dans beaucoup d'entreprises. Même les grandes même les imprimeries. grandes, Et c'est quoi la réponse qu'ils vous donnent? Ils pouvaient pas faire de boîte. Eux, ils faisaient les sachets beaucoup plus simples. Enfin. Mais il y a des entreprises qui font des boîtes en Oui. carton. Mais nous, on a essayé aussi et en fait, c'est très difficile parce Ouais. que il manque un petit peu d'innovation parfois. ceux Donc qui le vous avez font, quelque chose, ouais. vous avez des super belles boîtes. Pour essayer d'avoir la même chose ici, ça va être difficile. Même ceux qui le font, ils le sous-traitent. Et quand Mhm. tu le sous-traites, moi, je peux le faire directement. Mais Surtout, oui, ça va me bien coûter sûr. beaucoup plus cher, en Beaucoup fait. plus Donc, cher. Donc ça, il n'y a pas encore. Donc Non. encore une fois, les Ouais. jeunes Donc, qui nous voilà. écoutent, le packaging, c'est un marché énorme. c'est un Donc, il y a marché. des personnes qui sont intéressées et qui encore maîtrisent et aiment faire ça. Il faut C'est ça. que- Et en fait, ce qui est difficile, c'est d'avoir la qualité. C'est ça. Parce que quand on a une marque avec un positionnement élevé comme la vôtre, vous pouvez pas vous permettre d'offrir des boîtes à chaussures qui sont pas bien collées, C'est ça. etc. J'ai Donc commandé des c'est boîtes ça. sur Dakar pour tester. Mais quand les boîtes sont arrivées, j'ai refermé dans le coffre de ma voiture. Et tu as pas. Tellement tu as pas. je dis que ça Après, je n'aime pas. le problème aussi que ça soulève, c'est dans l'écosystème entrepreneurial, il y a aussi certains investissements qui doivent être des investissements d'État ou en tout cas d'un certain niveau. Parce que les investissements que ça nécessite sont des fois très, très lourds. Mais un jeune qui démarre aujourd'hui, ça va être compliqué pour lui d'acquérir une machine qui sort en fait des milliers d'unités par heure. C'est ça en fait souvent. Et c'est la même chose dans la cosmétique parce qu'il y a aussi un gros problème de packaging dans la cosmétique. On va avoir le même problème. Les machines qui sont en mesure de faire ça ne sont pas à la portée des jeunes qui se lancent. Mais par contre, il y a les matières premières, alors que pour l'imprimerie, il n'y a pas les matières premières. Même le papier, le carton, c'est importé. C'est ça. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il faut importer les cartons, les papiers, plus les machines. C'est ça. Et donc, C'est un beau challenge. Chaque business est différent. Il y a des business qui nécessitent dès le départ un gros financement. C'est ça. Donc, il y a des business aussi qui peuvent ne pas forcément nécessiter de financement au départ. Donc, pour un jeune qui veut se lancer, je vais lui poser la question à savoir qu'est-ce que tu sais faire. D'abord. Oui, c'est ça, le savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Il faut, quand on se lance, il faut au moins savoir faire quelque chose. Si on ne sait pas, il faut aller apprendre. Tu veux dire, quand on lance un business, il faut commencer par quelque chose qu'on sait faire. Oui. C'est ça. Oui. Eh ben, ça me fait venir à cette question de vos grandes leçons, les grandes leçons que vous avez apprises pour l'instant depuis le début de cette aventure de Mobile Bottier. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux autres entrepreneurs qui ont envie de se lancer? Alors, ne pas se focaliser sur les millions qu'on va gagner ou qu'on pourrait gagner. En réalité, ça va être un frein, plus qu'un frein qu'autre chose. Quand on démarre un business, on apporte une solution. Et en tant qu'être humain, on se doit d'apporter les bonnes solutions pour le bien-être de la communauté. Donc, peu importe le business, il faut démarrer avec l'envie de bien faire d'abord. Donc, si on ne sait pas, on peut toujours apprendre. On va apprendre au cours d'eau, mais même si on n'a pas tous les moyens pour faire ce qu'on veut dès le début,
on peut faire, par exemple, au début, nos sociaux n'étaient pas comme ça. Les premières paires, quand je te montre les premières paires, l'équipe même se rigole. Non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. C'est ça. Et si pourtant c'est vous qui l'avez fait, c'est juste que vous avez évolué. Exact. Voilà, donc c'est bien d'avoir la vision de son futur du business après, comment ça va être, comment est-ce que je veux que ce soit et tout ça. Mais là, je fais comme je peux, tout en ayant à l'esprit mon objectif final. Et le conseil de Momo? Ouais, il a tout dit, hein. Carrément. Mais toi, c'est quoi ta leçon vraiment? Si tu avais à parler aux apprentis qui sont dans l'atelier, tu leur dirais qu'est-ce que tu as appris ces 10, 15 dernières années? Qu'est-ce que ce métier t'a appris en particulier? Plus muñ quand même. Mougne, ouais, Ouais, la résilience. ouais. Ouais, ouais. Parce que sans la résilience, Mm. on peut pas aller loin quand même. Ouais, ouais. Ouais. C'est ça. Parce que c'est une étape vraiment fondamentale pour avancer Mm, en entrepreneuriat. mm. Ouais. Faut tenir, hein, quand on découvre le stock trempé. Ouais. Faut tenir. Et même quand on reçoit de bonnes nouvelles, en fait, quand on reçoit des grandes commandes, souvent, en fait, on oublie que ça peut être aussi un grand danger, en fait. Les grandes commandes peuvent nous mettre en difficulté. Comment vous célébrez vos petites et grandes victoires? Bon, moi, je me regarde dans le miroir et je me dis bravo. Ah oui, Et Diouf may sag matin. tu t'applaudis toi-même? Je C'est ça? m'applaudis, voilà. C'est Je super. dis alhamdulillah aussi, hein, Mm. parce que euh, il faut savoir que on est en mission sur Terre, on est en Mm. mission. Donc, chacun peut se dire que moi, ma mission, je vais le faire comme ça et comme ça et comme ça. Mm. Donc, on aura beau essayer il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours un truc qu'on va pas calculer qui va nous arriver. Maintenant, il faut toujours prendre le recul, dire, ne pas dire pourquoi ça m'est arrivé et pas, dire pourquoi pas moi. Donc, et il y a une expérience qu'on apprend de tout. Même quand les boîtes quand on a découvert les boîtes trempées, donc on a commencé à faire des boîtes. Mm. Malheureusement, on n'a pas d'échantillon ici parce que les clients l'ont tellement adoré. C'est vrai? Mais on a fait de jolies boîtes. Mais on peut faire des boîtes. Des boîtes vous-même. Vous avez fait Oui. des boîtes en quelle matière? Avec de la tissu, carton et Avec du wax. Du plein carton. de Une magnifique boîte. Ben oui, parce qu'en fait, finalement, faire une boîte, C'est plus faire des simple que des chaussures. chaussures. On s'est dit Bon, c'est moins qu'après, on peut compliqué. C'est moins compliqué quand même, hein? Donc après, on s'est dit que voilà, si actuellement, c'est pas encore, c'est une idée qu'on a. Donc, on peut dire qu'actuellement, on peut visualiser ça parce qu'il y a une possibilité d'avoir nos propres boîtes C'est faites sûr. ici. Ben oui. Donc ça, Donc peut-être ça, si un les challenge, si les boîtes n'étaient pas trempées, peut-être on n'aurait pas eu ce. Exact. c'est ça. Donc c'est transformer un challenge en nouvelle opportunité pour Ouais. innover. Et Ouais, ça, je vois que innover. vous avez tous les deux ça depuis longtemps, hein, cet esprit d'innovation et de pas faire comme les autres, d'aller un peu plus loin. Donc ça, c'est vrai que c'est bien de se dire, ok, ça c'est arrivé, c'est galère, mais qu'est-ce qu'on a à apprendre et qu'est-ce qu'on Et a tu à as oublié explorer. ton conseil de tout le temps. Il dit, goûter la noce. Donc, on va pas célébrer, pas maintenant, pas Non. encore. Non, en fait, bon, c'est pas. Non, ça veut dire. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, quand tu entreprends au Sénégal, c'est compliqué au Sénégal. Parce qu'il y a des gens qui vont venir se dire, voilà. En fait, les gens s'attendent à des résultats. Alors que, entre guillemets, c'est une aussi, mais Oui. dañuy toog xaar résultat, en fait. Tu entreprends, surtout quand tu es dans un domaine qui est différent de tes études en général, les gens attendent des résultats. Et toi, par exemple, tu commences, tu débutes. Tu te dis que voilà, je vais ouvrir une grande boutique, je vais faire opening, ça. inviter les gens, je vais les montrer, nanani, nanana. Donc ça, c'est
C'est ça. Oui, c'est... Mais comment vous gérez ça aussi? Parce que on a compris de vos enfances et tout ça, vous êtes dans de grandes familles et finalement, même si comme tel ou non, vous n'êtes pas dans l'exubérance, vous êtes assez discret. Les gens savent que quand même ça fonctionne bien, que ça marche bien, machallah. Comment vous gérez ce rapport-là avec la société, avec vos familles et tout ça, les attentes que la société peut avoir en fait vous concernant? Bon, moi, je me dis que yàlla bi ma sàkk li ma sant yëpp defuma ko. Donc, c'est pas une personne qui va venir m'imposer quoi que ce soit. Ouais. Donc, quand je peux faire quelque chose, je le fais avec le cœur, je le fais. Je n'attends même pas merci de la part. Quand je fais un truc, même si tu me dis pas merci, demain, je peux te le faire. Y a pas de problème avec ça. Donc, il faut avoir ses limites. Voilà, les limites à... Vous mettez les limites. Avoir conscience de des ses limites, limites, voilà. c'est ça. C'est ça. Une fois que tout le monde le connaît, après les gens finissent par l'accepter et se dire que ah, moom de, parfois ils te disent moom de tubaab la, moom de jarul nga ko yëgal nii parce que du ñëw. Donc du coup, ils te Parce que mettent du dans ñëw. oui, après ça. Non, mais c'est un vrai sujet parce que il y a pas longtemps, on discutait avec des femmes dans la zone justement de Mekhe, Kébémer et tout ça. Et je leur disais, mais j'ai l'impression que vous vous débrouillez bien, vous faites plein de choses, vous êtes actifs. L'argent que vous gagnez, ça passe où? Ils disent, c'est xew yi. C'est xew yi. Et ils avaient l'air de dire ça en mode, vraiment, on sait pas comment faire, quoi. C'est souvent pour se montrer. C'est oui, c'est souvent pour ça quand on donne pour les xew, c'est pas par générosité ou def te yàlla tax, non. Donc Oui. moi, je suis pas Parce que le problème du Sénégal, c'est ça, c'est que le succès va venir avec quand même beaucoup d'attentes sociales. Comme je t'ai dit, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Parfois, il y a des personnes qui vont pas accepter au début, mais ils vont finir par accepter parce que c'est ma vie, c'est moi ça. qui dis comment ça se passe. Et moi, j'avais une question plutôt aussi dans votre tandem, votre duo. Comment, en fait, vous appuyez l'un sur l'autre? Qui est le plus fort dans quoi, par exemple? On voit que Momo, c'est la force tranquille. Voilà. Mais comment vous compensez peut-être l'autre? Comment ça se passe, en fait, ce tandem-là, ce jeu-là entre vous? Bon, ça se passe de façon naturelle. Hein. Naturelle, Comme ouais. tu as dit, lui, il est, c'est pas parce qu'il est, qu'il est l'homme, il est le plus fort. Hein. Il peut supporter plus que moi. Donc, c'est lui. Momo, qu'est-ce que tu dirais, toi? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, plusieurs pouvoirs cachés. Oui, on a le droit à plusieurs. C'est ça. Bon, il est généreux quand même. Hein. La générosité. Ouais, il est vraiment très généreux quand même. Sur ce duo, toujours, je me dis, si vous rencontrez d'autres couples d'entrepreneurs qui viennent de démarrer en couple ou qui pensent créer des projets en couple, à ces entrepreneurs-là en particulier, qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour que ça fonctionne? Est-ce que vous avez la même passion? C'est important. OK. Si vous avez la même passion, donc si vous avez la même passion, c'est le reste, on peut aménager le reste. Momo, toi, tu donnerais quoi comme conseil? Bon, il faut d'abord, comme celle dit, hein, avoir la même passion et surtout de ne pas trop célébrer ce que vous réalisez comme résultat. Bon, quand il dit célébrer, c'est pas célébrer les victoires et tout ça, non. Par exemple, nous, on habitait dans un petit appartement avant. Donc, à un moment donné, on avait les moyens de prendre un appart en ville. Ben, on s'est dit que on va attendre encore 2 ans. On va attendre 2 ans avant de... Parce que ça va nous permettre d'élargir notre business. Parce que nous, on a fait le choix jusqu'à présent de ne pas prendre le financement. Parce que moi, j'aime pas la pression. J'aime pas le stress. En plus, j'ai ma façon de faire aussi.
Donc, quand un investisseur vient, il vient pour gagner. Parfois, moi, parfois, j'aime laisser l'autre gagner. Donc, parfois, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des business qui ne nécessitent pas forcément de financement. Quand tu poses la question à la personne à savoir qu'est-ce que tu sais faire, quand la personne dit que moi, je sais faire ça, donc, lui, par exemple, à partir de rien, des matières, il peut créer un produit que des personnes demandent. Ça, il n'y a pas plus pratique que ça. Donc, on commence d'abord on commence là-bas, on crée, on propose, les gens achètent, c'est un financement. C'est ça. Donc, vous avez fait de l'autofinancement depuis le départ. Oui. Aucun prêt, aucune aide. Là, je dois rien à personne. Donc, ça, c'est un soulagement. Donc, moi, j'ai un problème avec le prêt, en fait. Peut-être c'est personnel. Je peux me réveiller au milieu de la nuit pour lui dire que je dois 5 000 à quelqu'un. Donc, imagine. Non, et ce que tu dis, c'est important parce que l'investissement, quand on parle d'investissement à un certain niveau, c'est aussi un mariage, une forme de mariage. Et donc, il faut vraiment être sûr qu'on est aligné sur beaucoup de choses. Je vous raconte, on a failli signer avec un investisseur. On a failli. Parfois, elle me dit, non, alhamdoulilah, on a senti si on avait signé avec cette personne. Donc, on a failli signer avec un investisseur. Hein. Et la personne a commencé à m'appeler à 21h, 22h, dimanche. Je lui dis, attends, c'est pas parce qu'elle met des millions qu'elle a le droit. Je lui dis, non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Même si tu mets des millions, c'est pas mon problème. C'est ça. Donc, aujourd'hui, vous avez gardé cette liberté. En fait. C'est important. C'est très important. C'est très important. Donc, si aujourd'hui, comme tu as dit, on se dit qu'on a envie d'aller en vacances et on a envie de prendre des pauses, on a la liberté de le faire. C'est ça, et c'est vos choix. Oui. Et même si c'est un choix de gagner moins d'argent, c'est pas grave si c'est un choix qui est raccord avec vous. Oui, donc c'est pas seulement l'argent. Parfois, tu peux avoir de l'argent et ne pas avoir ce que tu veux. Donc, c'est pas... Il faut essayer de se connaître et de savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir. On peut être différent. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. A bouffé, ce que Marine a fait. Non, si on est différent, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui nous fait plaisir. Et si c'est gagner beaucoup d'argent, parfait. Si c'est dans la tranquillité. Et c'est quoi la vision alors avec vos personnalités, avec l'expérience que vous avez acquis depuis ces quelques années, la vision pour Momo Le Bottier, c'est quoi? Vous allez où? Moi, je veux dire que pour l'instant, on est sans financement ni rien, mais si on veut vraiment développer Momo Le Bottier comme on le veut, par exemple, pour qu'il puisse quand même chausser l'Afrique ou le monde, là, on est obligé. Là, on est obligé. Et c'est ça que vous voulez? Vous voulez toucher toute l'Afrique? Oui, vraiment. Et dans ce point-là, on va certainement céder certaines parties. Il faut bien m'appeler. Moi, je veux ma part. Moi, j'ai mes parts. Il a les parts de la famille. C'est à lui de... La négociation, c'est là-bas. On va aller choper des parts là-bas. Vous avez la même vision, justement, de ce que vous voulez que Momo Le Bottier devienne? Oui, parce qu'aujourd'hui, tout ce que Momo Le Bottier a à offrir, c'est un savoir-faire qui est malheureusement pratiquement plus disponible. Donc, on se dit que voilà, on se doit de l'élargir, d'en faire profiter au maximum, mais on fera de sorte que ce qui fait de Momo Le Bottier sera toujours nous. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas pressé. On essaie de voir et de faire petit à petit. C'est très important parce que, et puis ça vous ressemble, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que même si la vision, c'est l'Afrique, c'est en fait à votre rythme.
comme vous le sentez et en fait de manière assez serein. Mhm. Et quand les gens achètent, surtout, plus les produits sont exclusifs, plus en fait on vient pour acheter plus que la chaussure et plus que le produit. Et ça, en fait, je pense que vous l'avez compris. Et même, en fait, si vous atteignez des phases vraiment d'expansion, vous allez garder cette identité-là. Et c'est comme ça aussi qu'on crée de vrais héritages. Oui, parce que quand on dit société Afrique, c'est les Africains qui sont à la recherche de ce que nous faisons, parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé par le boutier. Les chaussures les chaussures que nous faisons, on prend les bases pour le confort et tout ça. Donc, c'est pas toutes les personnes qui sont intéressées. Il y a des personnes ça les intéresse pas. Ils peuvent mettre tout et n'importe comment. Il y a des personnes qui prennent le temps voilà, parce que le pied, il est important. Il y a tous les nerfs qui se retrouvent au pied. Donc, tu peux avoir une migraine alors que c'est dû à la paire que tu portes. Donc, on peut se soucier de l'Afrique, mais c'est pour les personnes-là, les personnes qui sont à la recherche de ce qu'on fait. De ce qu'on... Oui. Et il y a plein de gens qui cherchent ce que vous faites. Parce que, comme tu dis, c'est quelque chose de très précieux qui est en train de se perdre. Et on est très fiers, en fait, d'avoir, on va dire, voilà, des personnes comme vous qui perpétuent aussi un savoir-faire sénégalais, un savoir-faire ancestral, qui est ancré dans beaucoup de familles aussi au Sénégal, qui définit même certaines familles au Sénégal. Et c'est important, en fait, de l'amener à un autre niveau parce qu'on mérite, en fait. On mérite ça. Je pense que pendant longtemps, on nous a cantonné l'Afrique, en fait, à de la médiocrité. Mais, voilà. Quand il est parti en Chine la première fois, Oui. un Chinois lui a dit, pourquoi tu es intéressé par c'était des accessoires. C'était juste un salon de chaussures, quoi. De chaussures, Ouais. oui, c'est ça. Bon, il m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait ici en tant que noir, parce qu'il pensait que nous, on est juste des consommateurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, heureusement, j'ai porté une paire que j'ai réalisée et j'ai même mis Made in Sénégal. Sur la paire. Bon, il m'a demandé, je lui ai dit que je suis un cordonnier. Bon, il m'a dit que vous fabriquez quel genre de chaussures? Donc, par exemple, celle que j'ai portée. Il m'a même demandé que j'enlève mon père pour qu'il puisse regarder. Regarder, ouais. Et voilà. Ensuite, il m'a mis dans son salon d'honneur, appelé ses fils. Et voilà, me vendre son business. Son business, ouais. Et il vendait, je pense, des logiciels de coupe. Ah oui. Voilà. Parce que dans cette optique d'élargir, Oui. c'est aussi une réponse à ce que tu dis, une réponse au monde que l'Afrique n'est pas que consommateur. Donc actuellement, le côté sur mesure, on n'en parle pas beaucoup, mais des personnes quittent de partout pour une paire de sur mesure le boutier. Donc c'est plus l'Afrique, on est africain, on est consommateur. Non, on produit pour. Et j'ajoute également que la chaussure, c'est un élément vraiment essentiel du développement d'un pays. Parce que penser que nous, on ne savait même pas faire une paire, c'est-à-dire derrière, dans son lecture, ce que j'ai remarqué, c'est que nous, on a déjà l'élevage qui tourne vraiment bien, on a des tanneries, etc., etc. Et là, on a compris que la chaussure, ce n'est pas seulement faire une paire, mais il y a tellement d'éléments derrière quand même. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le développement dans un pays. Totalement. La chaîne de valeur dont tu parlais tout à l'heure. Et ce que j'ai bien aimé tout à l'heure avec cet exemple du Covid, en fait, ça s'est passé dans beaucoup de secteurs au Sénégal. Le fait que les gens ne voyagent plus pendant un moment, ça les a fait se pencher sur ce qui se faisait au Sénégal. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de Sénégalais qui ont l'occasion de beaucoup voyager. Ils ont pris l'habitude avec les années de consommer à l'extérieur. Les sous-vêtements, beaucoup de femmes nous disent « Ah, mais moi, j'achète toujours mes sous-vêtements lors de mes voyages. » Les chaussures. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et le tourisme, même le tourisme, les gens avaient l'habitude de partir en vacances à l'extérieur du Sénégal. Et le Covid a amené ça, c'est qu'on s'est dit, bah attends,
je peux plus voyager, il faut que je trouve. Et on s'est mis à redécouvrir des marques sénégalaises, des lieux touristiques sénégalais. Et en ça, je crois, ça a été hyper positif pour le Sénégal, c'est vrai. Et que comme on disait tout à l'heure, pour chaque malheur, tout ce qui arrive, il y a quelque chose derrière, il y a un enseignement, il y a une lecture à faire. Exactement, ça c'est hyper important. Il y a des moments quand on est entrepreneur où quand même on est dans des situations difficiles, mais on respire un petit peu et on se dit OK, il y a quelque chose derrière à apprendre ou à gagner. C'est ça le mot, quand on entreprend, c'est gérer. Donc moi, tous les jours, quand je me lève, aujourd'hui, quel problème on va régler? Pas de problème. On se dit c'est bizarre qu'il n'y a pas de problème. On passe notre temps à chercher des solutions. C'est ça, en fait, entreprendre. On a une dernière question qu'on pose à tous nos invités. C'est, en fait, si vous aviez une baguette magique et que cette baguette vous permet de faire tout ce que vous voulez. Faire revenir mon père et lui faire les chaussures qu'il voulait tant. Ah, Il n'a ndeysaan. jamais eu. C'est beau. Ndeysaan. Et Momo? Toi aussi, tu as une baguette. Vous êtes chanceux, hein, parce qu'en général, on a une seule baguette par épisode, mais là, on en a amené 2. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ta baguette? Mon reste, c'était juste quand même de chausser les gens qui sont vraiment en besoin, surtout. Ceux qui ont besoin Ok, oui. d'avoir de bonnes chaussures. Oui, de bonnes chaussures. C'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas porter n'importe quelle paire. Ouais. Des personnes qui ont des besoins particuliers au niveau oui. des chaussures. Ouais. Donc, c'est ça ton rêve, de pouvoir apporter ton expertise au plus grand nombre de personnes possible, surtout ceux qui en ont besoin. Chaque année, Oui, vas-y. Waxal, voilà. non, c'est bon, si ils comprennent, ils vont pas venir. En fait, bon, chaque année, Oui. donc, ils choisissent des personnes, soit ils peuvent, en fait, les chaussures, c'est des médicaments pour eux. Donc, on leur fait des paires particuliers qui leur permet vraiment de pouvoir se déplacer. Parce qu'il y a des personnes qui font leurs chaussures, c'est relié à des béquilles. Ou des prothèses. Oui. Ouais. Ces personnes-là, parfois, ils se déplacent pas parce qu'ils n'ont pas, on peut pas sortir sans chaussures. Ils mettent des chaussettes, plusieurs chaussettes pour pouvoir sortir comme ça. Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir des personnes de soulager des personnes. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous et surtout avec Momo. Le plaisir est partagé. En tout cas, lui, c'est pas tout le temps je reçois des mails d'invitation. Je dis, Momo, oui, va me dire non. Mais quand c'est Nabou, Non, vraiment, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup, vraiment. J'apprécie beaucoup, vraiment, l'effort, le partage. Je sais que parfois, pour certaines personnes, c'est pas simple, en fait, de s'exprimer. Mais c'est ce que j'ai dit toujours aux personnes qu'on force un peu la main à parler. C'est que la nature a horreur du vide, en fait. Quand on parle pas, c'est les personnes qui n'ont rien à dire qui parlent. Et c'est important aujourd'hui dans la société où on évolue en ce moment au Sénégal, les temps qu'on vit, que les jeunes puissent avoir les vrais modèles, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, les jeunes aujourd'hui, ils ont des modèles où la réussite pour eux, c'est de gagner de l'argent, de montrer, d'acheter une belle voiture, d'avoir... Des coachs qui te disent comment gagner... C'est ça. Sur 3 mois, C'est ça. Et il faut ramener les choses à la réalité. Il faut ramener les choses à la valeur du travail pour montrer qu'en fait, le travail, en fait, ça a beaucoup de valeur. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de nous avoir accueillis pour Parcours. On était avec Momo et Maguette dans la boutique de la VDN, Momo le Bottier, et vraiment avec Marina qui m'a accompagnée aujourd'hui aussi. Merci à vous. Merci de vous être déplacés. Et merci aussi pour l'idée de Parcours. Hein, parce que comme je t'ai dit actuellement, il y a beaucoup d'informations. Quand tu cherches un truc, il y a 1 milliard d'informations. Donc, comment trouver la bonne information? Il faut voir les bonnes personnes les bonnes personnes donnent les bonnes informations. Donc, c'est
de se parler souvent, d'essayer d'évoluer ensemble parce que seul on avance, mais ensemble on peut aller beaucoup plus loin. Voilà, je vous félicite vous aussi. Hein. Bravo. Bravo. On voit aussi tout l'amour qui est dans l'air. Machallah. Pour ceux qui écoutent et qui voient pas, vraiment, on vous souhaite beaucoup de bonheur encore ensemble, beaucoup de succès. Que vraiment, comme on dit ici, c'est une jabot parce que voilà. Puis on revient dans quelques temps pour voir. C'est ça. Où on en est. On en est. Inch'Allah. Merci pour les partages. Merci beaucoup. Merci. Merci. Parcours vous est proposé par Smart Ecosystem for Women, agent spécialisé dans l'accompagnement du plein potentiel des femmes en Afrique. Ce podcast est rendu possible grâce au programme YBA Seed. Pour en savoir plus sur SIW, cliquez sur les liens en description. À bientôt pour une nouvelle trajectoire de femmes inspirantes. Free audio post-production by alphonic.com.